Un gamin doit lire 150 livres par an, et ça ne se discute pas. Mais il n'y a pas de place pour les grosses feignasses dans le monde qui vient, il n'y a pas de place pour les enfants qui ne lisent pas, il n'y a pas de place pour les enfants qui ne travaillent pas. Les parents doivent être intransigeants. L'université est une vieille dame poussiéreuse qui ne veut pas évoluer. Il y a beaucoup de cursus qu'il ne faut pas faire. Par exemple, il ne faut pas faire médecine. D'ailleurs, avant-hier, Elon Musk a dit « arrêtez de faire médecine ». La vitesse à laquelle l'IA progresse en médecine est telle que vous allez perdre votre temps. Ça ne sert plus à rien parce que c'est l'IA qui va soigner et non plus les médecins dans le futur. On forme les jeunes à la comptabilité comme si l'IA n'était pas là. On forme les jeunes à la gestion d'entreprise comme si l'IA n'était pas là. Les écoles au sens large du terme, les universités ont pris un immense retard. À un moment où il y a une explosion de l'intelligence artificielle, il y a une prime aux gens innovants et intelligents par rapport à ceux qui sont lents, pas très malins. Qu'est-ce qu'on peut faire du coup Tu connais la réponse de Musk. Il a créé une société, Neuralink, c'est de mettre des implants dans le cerveau des enfants pour que les enfants moins intelligents soient compétitifs face à l'intelligence artificielle. Quand l'humanité sera beaucoup moins intelligente que l'intelligence artificielle, on aura soit le choix de devenir les chimpanzés du futur, soit d'augmenter nos enfants. Et je pense que nous choisirons d'augmenter nos enfants. Coucou ma biche, le podcast qui dynamite les conventions et nous catapulte dans l'univers totalement fou de ceux qui ont osé rêver en grand avec une énergie contagieuse. On va parler performance, growth mindset, business, lifestyle dans des discussions intenses, 100% naturelles. Coucou ma biche est bien plus qu'un podcast. C'est le moment de fiesta entre amis autour du mic où l'on explore toutes les facettes de la réussite et de la performance avec une bonne dose de folie. Préparez-vous à être électrisé par des histoires palpitantes. Let's go! Laurent, coucou ma biche. C'est la première fois qu'on m'appelle ma biche. Ouais, j'imagine. Mais c'est le premier sourire, moi ça me fait plaisir. Donc Laurent Alexandre, t'es un personnage assez clivant, ultra rapide, assez vif. C'est en tout cas ma perspective. Comme j'aime, je trouve ça assez passionnant. T'adores provoquer le débat. Moi, c'est aussi ça que j'aime dans ta personnalité. J'ai l'impression qu'on va être bien ici pendant une petite heure. Donc pour Coucou ma biche, on va hésiter d'éviter l'écueil de la bio Wikipédia classique. Donc tu as cofondé Doctissimo il y a quelques temps. Enarc. J'en étais le propriétaire. Enarc, chirurgien, fondateur donc, et propriétaire de Doctissimo. Ici, le but, c'est d'aller un peu plus dans le punchy. J'ai envie d'aller un peu plus loin de ce qu'on a pu écouter, entendre, etc. Je me pose parfois la question, est-ce que parfois on est dans une prophétie écoutée, écoutable, avec le syndrome de Cassandre? C'est-à-dire, aujourd'hui, on reçoit quelqu'un qui a souvent une longueur d'avance. C'est comme ça que je te vois sur la partie intelligence artificielle et les tendances de l'avenir par rapport au monde de demain. Tu as écrit un livre qui s'appelle La mort de la mort, me semble-t-il. Il y a 15 ans. Il y a 15 ans, et tu as écrit un autre livre, on va en parler un peu plus tard. J'en ai écrit 10 des livres. Il y a 10 ans, j'ai écrit La guerre des intelligences. Ok. Où je prévoyais la montée en puissance très rapide de l'intelligence artificielle avec les conséquences sur l'école et sur la politique et sur le monde dans l'entreprise du dépassement de l'intelligence humaine par l'intelligence artificielle. Ok, donc tu étais précurseur, on va dire, en la matière. J'ai un bon track record sur un point, de prévoir les conséquences sociales et politiques de la technologie. Ok. Et j'ai plutôt, depuis 30 ans, pas mal vu les conséquences de la technologie. Conséquences sociales, conséquences sur le système de formation, etc. Et j'ai assez vite vu que les politiciens et le monde de l'école étaient à la ramasse et ne comprenaient pas que l'IA allait tout changer. Allait changer l'école, la formation professionnelle des adultes, l'université, puis l'organisation sociale et politique. Je pense que certains, c'est peut-être pour cette raison, que certains te voient comme un technoprophète. En tout cas, c'est des... C'est le bon mot. C'est ça, ok, bon, magnifique. Tu vois, on est d'accord pour l'instant, c'est chouette. Tu dis que le QI, c'est le nouveau pétrole. Tu prônes le cerveau augmenté. Il y a quelques parallèles qui sont faits avec des idées de Elon Musk. Donc voilà, le but, c'est de parler de tout ça. J'ai, par choix, pris le prisme aujourd'hui de la partie plutôt éducation. Donc école, éducation, intelligence. Finalement, c'est quoi l'intelligence? Il y a plusieurs formes d'intelligence. Je sais que toi, tu prônes l'intelligence par le QI et l'intelligence par l'augmentation de celle-ci. Et tu as d'ailleurs écrit un bouquin qui va vers cette direction de est-ce qu'il faut faire l'école, est-ce qu'il faut faire des études, etc. etc. Donc tu répètes souvent que l'école actuelle forme nos enfants pour un monde qui n'existera plus. Concrètement, qu'est-ce qui est totalement obsolète dans le programme actuel et qu'est-ce qui devrait être changé? Alors d'abord, la méthode de l'école. L'école a une gouvernance très lente. Il faut des années pour changer un programme. On demande l'avis de tout le monde. On discutaille. C'est un rythme qui est incompatible avec l'explosion technologique.
Quand tu vois les progrès qu'ont fait l'intelligence artificielle depuis la sortie de ChatGPT 3.5 le 30 novembre 2022, pendant ce temps-là, l'école n'a pas commencé à réfléchir sur l'utilisation de l'IA dans les méthodes et puis sur les métiers auxquels elle doit préparer nos gamins. D'où notre livre « Ne faites plus d'études » avec Olivier Babot. On a la caractéristique tous les deux d'être pères de familles nombreuses. Donc on est directement intéressé par le retard de l'école par rapport à la formation de nos gamins et par rapport à l'explosion technologique. Lorsque tes enfants étaient à l'école, quand ils rentraient de l'école, t'étais plutôt dépité alors? J'étais pas inquiet par mes enfants parce que mes enfants ont reçu une culture générale, des humanités, une culture scientifique très, très approfondie à la maison. Depuis qu'ils sont tout petits, à table, à chaque repas, on parle sciences, droit, géopolitique, médecine, biologie, économie. Donc ils ont une très bonne formation qu'ils ont eue à la maison, mais tous les enfants n'ont pas la possibilité d'avoir une formation à la culture générale comme ça par papa et maman à l'école. Donc je n'étais pas inquiet pour mes enfants et je n'étais pas inquiet pour les enfants de l'élite intellectuelle. J'étais inquiet pour les classes moyennes et les classes populaires, et je le suis toujours. En réalité, le système éducatif et l'université qui glandent et qui ne se préparent pas au choc de l'intelligence artificielle n'est pas un problème pour les élites qui vont très très bien se démerder. C'est juste un problème pour les enfants des classes moyennes, des classes populaires, pour les enfants des baraquis qui vont en prendre plein la gueule. L'école devrait galoper pour comprendre et suivre la technologie, et elle ne le fait pas parce que sa gouvernance, son organisation date du siècle dernier et n'est pas du tout adaptée à un tsunami technologique rapide, avec des technologies qui changent vite et avec des modèles d'intelligence artificielle qui s'améliorent de trimestre en trimestre. Et puis, l'immense choc auquel on est confronté, c'est que l'intelligence artificielle est en train de devenir quasi gratuite. C'est-à-dire, sur un an, c'est un chiffre de Sam Altman, le père de ChatGPT, sur un an, le coût de ChatGPT a été divisé par 300. En réalité, le prix de l'intelligence artificielle, le coût de l'intelligence artificielle s'effondre. L'intelligence devient gratuite, l'intelligence artificielle, et elle est beaucoup, beaucoup plus efficace que l'intelligence humaine. Elle ne fait pas grève, elle ne fait pas chier. C'est pas la génération Z qui n'est jamais contente. L'IA est toujours contente de travailler, même à 3 heures du matin. Elle travaille 24 heures sur 24. Les humains doivent faire un effort énorme pour être compétitif face à l'IA et pour être complémentaire à côté de l'IA. Moi, j'ai l'impression que l'école a plus tendance à interdire les écrans, ou alors en tout cas avoir peur de ce qui arrive par rapport à l'IA, et donc du coup ne prennent pas les bonnes décisions. Qu'est-ce qu'on doit penser ou comprendre lorsqu'on dit à un enfant de 7, 8, 9, 10 ans qu'il y a des interdictions d'écran, qu'il y a des... Moi, j'ai autorisé Internet sans aucun contrôle depuis tout petit chez mes enfants. Ils ont eu des smartphones depuis tout petit. Okay. Je n'ai jamais regardé ce qu'ils consultaient, jamais. Et je considère que de regarder l'historique de consommation Internet des gamins, c'est mal, notamment quand c'est des ados. Et je trouve que c'est quasiment incestueux d'aller surveiller les sites pornographiques sur lesquels ces gamins ados vont. Donc je n'ai jamais jeté un œil sur la consommation Internet de mes enfants quand ils étaient petits et quand ils étaient ados. Et je ne pense pas que c'est le rôle des parents de fliquer le téléphone portable et l'historique de consommation Internet. Ce sont des choses extrêmement intimes qu'on n'a pas plus le droit d'aller voir que le journal intime de ces gamins quand ils en tiennent un. Donc moi, je n'ai jamais surveillé ce que mes enfants faisaient sur le plan numérique. Okay. J'ai veillé à une seule chose. Je les ai incités à utiliser Internet, bien sûr. Je les ai incités quand l'IA est arrivée à utiliser l'IA. Mais j'ai toujours exigé d'eux qu'avec Internet, avec Google et avec l'IA, ils fassent mieux que sans. Et que ce ne soient pas des outils pour glander, mais des outils pour faire mieux. Il y a quand même des propositions de loi qui interdiraient les écrans ou les smartphones à, je crois que c'est en tout 10 ans. Je trouve ça complètement con. Ouais. Et en tout cas, ça n'est pas ma philosophie. C'est-à-dire que jadis, on interdisait plein de choses aux gamins. C'est pas mon modèle. Moi, je suis un libéral et donc je suis contre ces interdictions. En revanche, il est logique que les parents expliquent les dangers qu'il peut y avoir dans le numérique et forment les gamins à comprendre la structure du numérique, à bien utiliser le numérique.
Mais je ne suis pas dans une logique de flicage, je ne l'ai jamais été. Si l'intelligence, ou en tout cas le fait d'éduquer vers le haut et de ne pas niveler vers le bas, est d'une part génétique et d'autre part lié à la famille ou le contexte familial ou l'écosystème, pourquoi est-ce qu'on met autant d'argent finalement dans l'éducation nationale? L'intelligence est majoritairement génétique, mais elle n'est pas totalement génétique. Donc, pour réduire les inégalités autant qu'on le peut, il faut se servir de la culture, de l'enseignement, de l'école. Donc, il est légitime de mettre de l'argent dans l'école pour essayer de réduire un petit peu les inégalités intellectuelles. Alors, on y réussit très très mal, hein. Si tout le monde avait la même intelligence, ça se saurait. Si tout le monde avait la même capacité à comprendre un livre, à faire une analyse, à faire un discours, à développer une thèse, ça se saurait. Ça n'est pas le cas. Il y a des gens qui ne comprennent pas ce qu'ils lisent lentement. Il y a des gens qui n'arrivent pas à faire une conférence, un exposé, à organiser leurs idées, qui ne sont pas capables de faire des calculs mathématiques complexes, hein. Il y a des inégalités importantes. Il n'y a que moins d'1% de la population belge qui est capable de comprendre l'astrophysique ou la physique nucléaire, hein. Donc il n'y a pas d'égalité intellectuelle, il y a de fortes inégalités. Et le but de l'école, c'est de faire le maximum pour réduire les inégalités. Alors c'est très difficile. Jadis, pendant les Lumières, au XVIIIe siècle, on était convaincu que lorsque l'enseignement serait gratuit, lorsque l'école serait gratuite, il n'y aurait plus d'inégalités intellectuelles, mais on a pu constater que ça n'est pas le cas, il reste des inégalités. Mais dire que l'intelligence est majoritairement génétique, c'est pas du tout un constat pour ne pas se battre. Au contraire, sur là où on peut se battre, où on peut agir, qui est la culture et l'enseignement, eh ben, il faut mettre le paquet pour essayer de réduire un petit peu les inégalités intellectuelles. Mais c'est un exercice assez décourageant, hein. Il est très, 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 très difficile d'aider les gens moins intelligents, moins malins, moins rapides à monter l'ascenseur cognitif, hein, à mieux comprendre les choses, hein. On peut mettre tous les professeurs qu'on veut. Il y a des gens qui ne comprendront jamais la génétique, qui ne comprendront jamais la physique quantique, l'astrophysique ou la physique nucléaire. Jamais, hélas. Donc, l'école a une mission un peu décourageante, mais c'est pas pour autant qu'il faut pas se défoncer pour tenter de réduire au maximum les inégalités intellectuelles, parce que on rentre dans une économie de la connaissance où l'intelligence est de plus en plus importante, et les gens moins doués, moins rapides, moins intelligents vont beaucoup souffrir parce qu'ils vont être pas du tout compétitifs face à l'intelligence artificielle et aux robots humanoïdes dotés d'intelligence artificielle. Donc, l'importance de la formation est de plus en plus majeure, mais le constat que nous faisons avec Olivier Babot dans Ne faites plus d'études, c'est que dans le supérieur, la plupart des formations sont totalement inadaptées à la révolution qui vient. Et en attendant que l'université se modernise, ce qui va prendre du temps, parce que l'université est une vieille dame poussiéreuse qui ne veut pas évoluer, il y a beaucoup de cursus qu'il ne faut pas faire. Par exemple, il ne faut pas faire médecine. Je tue à dire aux jeunes, ne faites pas médecine. Vous allez perdre 10 ans de votre vie. Aujourd'hui, vu comment sont structurées les études de médecine, faire médecine, c'est une perte de temps. D'ailleurs, avant-hier, Elon Musk a dit « arrêtez de faire médecine ». La vitesse à laquelle l'IA progresse en médecine est telle que vous allez perdre votre temps. Ça ne sert plus à rien parce que c'est l'IA qui va soigner et non plus les médecins dans le futur. Je partage ce point de vue d'Elon Musk. Et qu'est-ce qu'on dit aux jeunes médecins qui viennent de terminer, qui ont fait 7, 8, 12, 15 ans? Qu'ils fassent le plus d'intelligence artificielle. Tu veux dire quoi? Qu'ils aillent apprendre, qu'ils aillent coder, qu'ils aillent... Non, pas coder, puisque c'est l'IA qui va coder, mais qu'ils sachent bien se servir de l'intelligence artificielle, qu'ils maîtrisent bien l'intelligence artificielle, qu'ils soient capables d'assembler les intelligences artificielles entre elles, qu'ils soient capables de piloter les intelligences artificielles, parce que demain, les médecins ne vont plus exercer la médecine, ils vont piloter des intelligences artificielles médicales. Donc, c'est des chefs de projet ou des coordinateurs ou des... Ce seront des coordinateurs d'intelligence artificielle, des gens qui vont interfacer les humains et l'intelligence artificielle, mais ce ne seront plus des médecins au sens traditionnel du terme. D'ailleurs, en 2035, il sera interdit aux médecins de faire un diagnostic ou de faire une ordonnance sans l'autorisation de l'intelligence artificielle. La société ne l'acceptera pas. L'IA est tellement supérieure aux médecins qu'on n'acceptera pas que les médecins décident tout seuls. Tu disais que ChatGPT seul était meilleur qu'un médecin seul. 4 fois meilleur. Et tu disais qu'un médecin plus ChatGPT... c'est 15% moins bien
que ChatGPT tout seul. Les médecins dégradent les performances de l'IA parce que les médecins pensent qu'ils savent quand ils ne savent pas. C'est quoi, c'est leur ego? Par ego et par méconnaissance. Historique métier, c'est quoi? Ou alors il y a aussi des médecins C'est un peu plus très old school? compliqué quand tu as fait 10 ans d'études, qu'un petit logiciel à la con, qu'un petit logiciel de merde t'explique qu'il a raison contre toi. C'est une blessure narcissique immense et beaucoup de mes collègues préfèrent décider contre l'avis de l'IA, ce qui est humain. Mais du coup, comment est-ce qu'on choisit des études? Comment est-ce que les jeunes ici, à l'heure actuelle, 16, 17, 18 ans, 19 ans, vont choisir des études? C'est très difficile. Et ils vont beaucoup souffrir parce que l'école ne s'est pas modernisée et que l'école aujourd'hui ne comprend pas le choc technologique et les politiques non plus. Donc, on va mal orienter les gamins, on va leur faire des cursus inutiles. Regarde dans les hautes écoles de Belgique, les programmes sont à pleurer. C'est des programmes d'avant l'ère de l'IA. T'as quoi en tête? Solvay, Tout. ICHEC, droit... Tout. Non, mais Solvay n'est pas une haute école. C'est une grande école au sens français du terme. Moi, je parlais des hautes écoles, des écoles professionnalisantes. On forme les jeunes à la comptabilité comme si l'IA n'était pas là. On forme les jeunes à la gestion d'entreprise comme si l'IA n'était pas là. Les écoles au sens large du terme, les universités ont pris un immense retard. Même des maisons pluricentenaires comme l'UCL, comme les grandes universités ou plus récemment l'ULB sont à la ramasse et n'arrivent pas à s'adapter et ne préparent pas au métier du futur. Parce que les universités ont très très peu de gens qui réfléchissent au futur, très peu de gens qui connaissent le monde de l'entreprise et qui réfléchissent aux conséquences sur la structure de l'emploi de la cavalcade technologique que l'intelligence artificielle est en train de mener. Qu'est-ce qu'on a fait alors? Un Big Bang? Faut tout arrêter et tout recommencer? Moi, je pense qu'il faut changer la classe politique et changer les gens qui gouvernent l'école. Ok. Ce que j'observe, c'est que la plupart des politiciens sont nuls en intelligence artificielle. Même les politiciens brillants sont vraiment nuls en intelligence artificielle. Ils ne comprennent pas... Comment tu sais ça? J'en connais beaucoup. En France, en Belgique, dans pas mal de pays. C'est très troublant de voir à quel point les politiciens, technologiquement, vivent dans le passé. Donc tu leur parles et tu vois qu'ils n'ont pas les réflexes. Tu vois qu'ils n'ont pas les connaissances. Tu vois qu'ils sont nuls. Même des présidents de partis belges brillants, charismatiques, quand tu parles technologie et quand tu parles IA... Tu te rends compte que d'abord, ils n'ont jamais essayé ChatGPT ou Gemini. Jamais essayé. Et donc, ils ne comprennent pas, ils confondent l'intelligence artificielle avec l'informatique des années 90. Et pareil, dans les universités, j'ai débattu récemment avec un recteur d'une des plus grandes universités francophones de Belgique. Je me suis rendu compte qu'il n'avait pas utilisé ChatGPT, qu'il ne se servait pas de ChatGPT. C'est lamentable. C'est absolument lamentable. Si tu ne comprends pas l'IA, si tu ne t'en sers pas... Quand tu es recteur d'une université, tu ne vas pas faire évoluer les méthodes pédagogiques et puis tu ne vas pas réfléchir à la façon dont l'intelligence artificielle change la structure des métiers de demain. Donc il faut changer les gens qui sont à la tête des universités, il faut changer les recteurs, il faut changer l'organisation et la gouvernance des universités qui n'est pas adaptée à des changements technologiques permanents. Dans les ministères, parmi les hauts fonctionnaires, il y a beaucoup de gens à changer, il y a beaucoup de bureaucrates. Beaucoup de bureaucrates qui gèrent des affaires de corne-cul et de politiciennes minables au lieu de réfléchir aux besoins des jeunes d'ici 2050 en réfléchissant aux conséquences de l'évolution technologique. Donc, je pense qu'il y a un problème d'hommes. Je pense que nous devons changer la classe politique et nous devons changer les académiques qui gèrent les écoles, les universités. Il faut mettre au poste clé des gens qui comprennent la technologie, qui s'intéressent au futur. Des gens qui s'intéressent moins aux affaires à la con, d'appareils, de machins, d'équilibre politique, et puis davantage à la technologie et au futur. On a une classe politique qui s'est construite dans les combines d'appareils les plus merdiques qui soient. Alors, c'était pas terrible avant, mais avec le choc technologique dont on parle, c'est encore plus pathétique et encore plus dramatique pour les enfants des classes moyennes et populaires. Parce que, je le répète encore une fois, les enfants de l'élite vont se démerder très bien et puis elles vont finir à Cambridge, à Oxford,
au MIT, à Berkeley, à Harvard. Donc le problème dont on parle aujourd'hui, c'est pour les enfants des classes moyennes et populaires qui sont en train d'être sacrifiés par une école qui ne veut pas bouger et par une classe politique qui n'est pas adaptée à l'enjeu. Est-ce qu'il n'y a pas un côté, un peu comme on a fait avec l'écologie il y a quelques années, un côté hype, se dire, OK, en fait, on va créer un parti politique 100% écologique, on devrait peut-être créer un parti politique 100% axé sur la technologie ou l'innovation. Non. Quitte à tout changer. Non, la technologie doit être gérée par tous les partis. OK. Un parti technologique, un parti transhumaniste n'a pas de sens. En réalité, il faut que les leaders politiques des différents partis comprennent la technologie. Et aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Il y a quelques années, je crois que c'était il y a 3 ans, et ils ont élu à Dubaï le ministre de l'intelligence artificielle. C'était anecdotique. C'était anecdotique. C'est anecdotique. C'était quoi? C'est de la hype. C'était marketing. C'est pour faire un article. C'est pour qu'il y ait un article dans le Financial Times. Ça n'est pas très sérieux. OK, ça existe. Mais c'est rigolo. C'est Ok. rigolo, mais ça n'a pas beaucoup de sens. C'est comme Elon Musk était le bras droit AI de Trump, ou c'est encore différent? Non, c'est simplement pour faire un coup médiatique. OK. On devrait le faire? Est-ce que chaque pays devrait Non. avoir un... Non, on n'est pas là pour faire des coups médiatiques. On est là pour régler en profondeur les problèmes de l'école. On devrait peut-être avoir un ministre dédié, digital, innovation, Mais il y en a. technologie. Il y a un ministère du digital mais qui n'a pas énormément de pouvoir. Et puis, comme tu le sais, en Belgique, les pouvoirs sont très éclatés entre les différents niveaux. Exact. Ça rend l'organisation de la réflexion sur la technologie plus difficile. On parle beaucoup d'intelligence, donc si je me trompe pas, tu fais un parallèle entre le QI et l'intelligence. Au XXIe siècle, il y a différentes formes d'intelligence. On prône beaucoup Il n'y a l'intelligence pas plusieurs formes d'intelligence, il n'y a qu'une forme d'intelligence. émotionnelle, par exemple. Mais non, c'est pas de l'intelligence. On parle de QE quand même. Oui, mais c'est pas vrai. C'est pas avec le QE que tu vas faire voler un avion. C'est pas avec le QE que tu vas inventer une nouvelle chimiothérapie anticancéreuse. Il y a un moment où il faut arrêter les conneries. Le QE, c'est sympathique et c'est amusant, mais ça n'est pas de l'intelligence. Il n'y a pas une bonne balance à avoir entre QI et QE, justement? Quelqu'un qui est 100% QI-oriented, prenons un cyborg, qui n'a aucun QE, va pas prendre les bonnes décisions. Mais là, tu déconnes. Un peu. L'IA est plus empathique que les humains. Regarde les études qui ont été faites, médecins versus ChatGPT. ChatGPT est plus empathique en médecine que les médecins. Donc l'idée selon laquelle les cyborgs et les IA sont pas empathiques, c'est une idée fausse. L'IA, elle est super empathique. C'est d'ailleurs pour ça que des millions et des millions et des millions de jeunes et de moins jeunes confient leurs affaires de cœur et leurs problèmes sentimentaux à l'IA. Parce que l'IA est justement extraordinairement empathique. Regarde, toutes les études montrent qu'une partie importante des ados parlent de leurs problèmes de cœur avec ChatGPT. Donc non, l'IA est très empathique, mais l'empathie ne remplace pas une intelligence conceptuelle forte. J'ai l'impression qu'à l'heure actuelle, on fait attention aux sensibilités. On met d'autres mots on parle de TDAH par exemple, on met d'autres mots à des choses qui ont déjà existé dans le passé. Et donc, on a aussi envie, dans ce monde actuel, à mettre d'autres types d'intelligence en avant. Oui, mais tout ça, c'est de la démagogie. Si tu veux, il faut faire attention à la mode. Chaque enfant chieur, au lieu de dire qu'il est chieur, on dit qu'il est haut potentiel ou qu'il est TDAH. Avant, on aurait dit, mais qu'il arrête de faire chier ce gamin turbulent. Et maintenant, on dit, c'est un haut potentiel. Alors d'abord, les profs n'en peuvent plus. Parce que, si tu veux, ils en ont marre que les parents refusent d'éduquer leurs enfants et présentent tous les gamins insupportables et mal élevés comme des hauts potentiels, ce qui, dans l'immense majorité des cas, est faux. Donc, il faut faire attention aux effets de mode. Hein. On voit des hauts potentiels partout, alors qu'il y en a très peu, des hauts potentiels. On voit des TDAH partout, alors qu'il y en a moins qu'on le dit. C'est comme les intolérants au gluten. C'est incroyablement rare. Et on a 30% de la population américaine qui prétend l'être. Donc là, on est en pleine folie, qu'il s'agisse d'alimentation ou d'école. Il faut être très prudent face aux effets de mode. Et qu'est-ce qui s'est passé alors? Pourquoi c'est devenu cool des TDAH? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tout d'un coup, il y a une croissance des TDAH? Il y a une croissance des TDAH qui est une fausse croissance des TDAH. Et puis, comme on a une fausse croissance des hauts potentiels. Et par effet de mode. C'est quoi un haut potentiel? Comment est-ce qu'on définit un haut potentiel? Traditionnellement, haut potentiel, c'est quelqu'un qui a un quotient intellectuel supérieur à 130 ou 132, Okay. Selon que l'écart type est à 15 ou 16.
par rapport à 100, mais les hauts potentiels, ils sont rares. Et maintenant, c'est vrai que quand un gamin est mal élevé, on a vite tendance de dire qu'il est haut potentiel, mais ça ne sert pas à grand-chose, sauf à casser les pieds des enseignants qui n'en peuvent plus de ces faux hauts potentiels. Quand on prend cette définition de l'intelligence, en fait, soit ils sont HPI au-dessus de 130, soit ils sont foutus. Qu'est-ce qu'on fait des autres? Comment est-ce qu'on... Je n'ai pas dit ça. Comment est-ce qu'on... Je sais pas qui a dit ça. J'ai juste dit qu'à un moment où l'intelligence artificielle devient gratuite, c'est mieux d'être intelligent que complètement con. Mais il y a peut-être un entre-deux. Plus tu es intelligent, plus tu es adapté à la nouvelle économie. Si tu es 1000 fois moins intelligent que l'intelligence artificielle qui est gratuite, ça va être compliqué sur le marché du travail. Surtout si tu fais partie de la génération Z et que tu es casse-couille en plus. Donc, c'est vrai, même si ce n'est pas politiquement correct, qu'à un moment où il y a une explosion de l'intelligence artificielle, il y a une prime aux gens innovants et intelligents par rapport à ceux qui sont lents, pas très malins. Et voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire du coup pour... tu connais la réponse de Musk. C'est de mettre des implants intracérébraux. Il a créé une société, Neuralink. C'est de mettre des implants dans le cerveau des enfants pour que les enfants moins intelligents soient compétitifs face à l'intelligence artificielle. Alors, c'est un peu violent. Ouais, effectivement. C'est un peu violent, mais c'est la réponse de la Silicon Valley. D'ailleurs, tu as probablement vu qu'Alexander Wang, qui est le patron de l'intelligence artificielle chez Meta, Facebook, et à qui Mark Zuckerberg a confié 500 milliards de dollars pour développer la première super intelligence artificielle, a déclaré aux journalistes il y a quelques semaines « J'ai décidé de retarder mon premier enfant, car face à la super intelligence artificielle qui arrive, si je faisais un bébé non augmenté par les technologies de type Neuralink d'Elon Musk, eh bien, je serais un mauvais père parce que mon gamin n'aurait pas d'avenir face à l'intelligence artificielle. » Donc, tu veux dire quoi? Qu'il a plus de chance, il vaut mieux attendre un peu et il aura plus de chances de... Il aura plus que les implants soient définitivement au point. Ça, c'est si on prend la tangente de se dire on va d'office implanter et avoir une augmentation cérébrale. Il est probable qu'on va augmenter tous les enfants dans le futur. T'as pas l'impression qu'il y aura des garde-fous, qu'il y aura des lois, des règles? Tu mettras toutes les lois que tu veux. Quand l'humanité sera beaucoup, beaucoup, beaucoup moins intelligente que l'intelligence artificielle, on aura soit le choix de devenir les chimpanzés du futur, soit d'augmenter nos enfants. Et je pense que nous choisirons d'augmenter nos enfants. Tu penses que l'intelligence artificielle est plus intelligente que l'intelligence collective? Oui, bien sûr. Beaucoup plus. Il n'y a pas une limite par rapport à ça? Tu prends 1 million de personnes contre? L'intelligence artificielle va être plus intelligente que la totalité des humains avant 2032. Pourquoi 2032? Oh, c'est une estimation. Tu vois, Elon Musk dit avant 2028-2029. Moi, je pense que ça va prendre un tout petit peu plus de temps, mais c'est mon estimation personnelle. C'est une prévision. Ça n'est pas une prophétie. Dans une de tes sorties, tu prenais le fait que maîtriser ou comprendre les RAG, c'était la clé pour appréhender l'IA. C'est la première étape. Oui, alors on peut parler des autres étapes, mais commençons par la première. C'est l'étape de départ, oui. Ouais. C'est-à-dire savoir comment on branche une base de données externe sur ChatGPT ou Gemini, c'est un point essentiel quand on est manager. Okay. De toute façon, un manager qui ne sait pas manager un RAG, il va partir au chômage. Et tu penses qu'à l'heure actuelle, les gens le font? Les gens y pensent? Les gens Non, apprennent? beaucoup de gens ne font pas, mais il y a beaucoup de gens qui n'ont pas pris conscience du changement radical du marché du travail. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris qu'on ne va pas les payer pour faire en 2 jours ce que ChatGPT fait en 2 secondes. Donc beaucoup de gens n'ont pas pris la mesure du choc et ne se préparent pas pour être complémentaires, pour être compétitifs face à l'IA, parce que soit ils n'ont jamais utilisé ces outils, soit ils sont en déni. Je vois beaucoup de gens en déni qui pensent que le patron va les payer alors qu'ils font en 3 jours ce que ChatGPT fait en 2 secondes. C'est complètement naïf et débile. Ça ne marchera pas comme ça. C'est quoi les premiers métiers, on va dire, dans les 5 ans à venir qui vont éclater? Il n'y a aucun métier qui va éclater. Il y a des tâches qui vont être automatisées et les métiers vont être transformés. Moi, je ne crois pas à la mort du travail et je ne crois pas à la mort des métiers. Les métiers vont persister. Il y a très peu de métiers qui vont disparaître, mais ils vont être bouleversés. Et les gens vont devoir s'adapter à des métiers nouveaux. Complètement transformés par l'intelligence artificielle. Et puis l'IA va permettre des nouveaux métiers, des métiers qui n'existent pas aujourd'hui et qu'il faut inventer. Puis les gens qui vont inventer, développer ces nouveaux métiers, ils vont devenir très riches. Comment est-ce qu'on peut...
parce que là, il y a pas mal de boîtes qui se créent, des startups qui se créent dans l'IA. Il y en a énormément en Europe, mais il y en a énormément soit en Chine, soit aux États-Unis. Les règles du jeu sont un peu différentes. Il y a cette souveraineté européenne qui est importante pour les Européens, mais in fine, il y a des fusions, des rachats, etc. au niveau américain. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des petites initiatives qui sont faites soit en Belgique, soit en France, soit en Europe, mais c'est directement rattrapé par la vague américaine ou chinoise. Comment est-ce qu'on peut essayer d'accélérer ça en Europe? Bah, on va pas y arriver. Ok, donc c'est foutu. Bah, si on continue les conneries, oui. La Silicon Valley est en train d'investir 2900 milliards dans l'éducation de l'intelligence artificielle. L'Union européenne a débloqué un budget de 1,1 milliard de dollars. Donc, si tu veux, c'est sûr qu'on est dans des ordres de grandeur très différents. Donc, il ne faut pas imaginer qu'avec 3 à 4 sous, on va égaler les milliers de milliards que la Silicon Valley met. L'Europe n'est pas consciente de ce qui se passe. Elle a mis une législation qui est la plus dure et la plus conne au monde avec l'AI Act et le RGPD. Donc, on en paie aujourd'hui les conséquences. On est lent. Il n'y a aucune grande entreprise de technologie en Europe. Et donc, nos enfants seront plus pauvres que nous parce que l'Europe est en train de passer à côté de la révolution technologique du XXIe siècle. Donc, même Mistral, tu mets ça à côté? Alors, Mistral, c'est tout à fait sympathique. Mistral a été créé par une équipe formidable et dirigée par Arthur Munch, mon neveu. Hein. C'est une très belle boîte, mais qui n'a pas du tout les moyens de la Silicon Valley. Qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que ça s'envole? Il faudrait qu'on mette des milliers de milliards, qu'on supprime les législations européennes inutiles et que les élites européennes soient technophiles au lieu d'être technophobes. Il y a beaucoup de boulot. L'Europe a raté toutes les révolutions technologiques. L'Internet, elle a construit aucune grande boîte. Le cloud, elle a construit aucune grande boîte. Les smartphones, elle a disparu du marché. Les systèmes d'exploitation, les operating systems, elle est complètement passée à côté. Le e-commerce, elle a quasiment rien fait et tout a été pris par les Américains. Les apps pour les téléphones portables, elle est passée à côté. Et puis là, sur l'intelligence artificielle, elle a des petites startups sympathiques, mais elle a aucun grand acteur. Je ne sais pas si c'est mon prisme des réseaux sociaux ou alors mes lectures qui sont orientées, mais j'ai l'impression que les États-Unis sont plus mis en avant que la Chine. Ou alors c'est la Chine qui travaille un peu plus en secret. C'est quoi la réalité derrière? Les États-Unis ont 6 mois d'avance sur la Chine. Pourquoi? En matière d'IA. Oh, parce que la Chine est partie un peu plus tard. Le Parti communiste chinois n'a pas vu tout de suite la puissance des LLM, comme Gemini ou ChatGPT, mais la Chine travaille très vite et a grandement rattrapé son retard, même si elle est un petit peu derrière les États-Unis. DeepSeek a été un grand choc, le modèle le chinois, et puis comme Cohen, mais à l'heure actuelle, DeepSeek, dont on attend la prochaine version, a plutôt reculé en part de marché par rapport. Si on regarde les parts de marché mondiales, DeepSeek était monté très vite et il décline trimestre après trimestre. La Chine n'arrive pas à rattraper encore les États-Unis. Et ChatGPT est le leader mondial avec presque 1 milliard d'utilisateurs réguliers. Et Gemini, qui approche les 500 millions d'utilisateurs réguliers, grignote des parts de marché à ChatGPT. C'est Gemini de Google qui progresse le plus vite et qui progresse beaucoup plus vite que les modèles chinois en termes de parts de marché mondial. Ok. Si on doit choisir entre un DeepSeek, un Gemini, un ChatGPT ou un autre, comment est-ce qu'on fait? Ils vont mieux prendre ChatGPT, ils vont mieux prendre Gemini? L'avantage de prendre ChatGPT, c'est que comme il y a beaucoup de gens qui l'utilisent, quand on a besoin d'un conseil, quand on a besoin de comprendre une nouvelle fonctionnalité, on est sûr d'avoir pas loin de soi quelqu'un qui va pouvoir vous aiguiller. Plus un logiciel est utilisé par beaucoup de monde, plus on a de chances d'avoir quelqu'un qui peut vous aider. Ok. On fait comment pour rester à jour? J'ai l'impression que On demande à ChatGPT chaque mois un programme de formation. Le premier du mois, tu demandes à ChatGPT, fais-moi un programme de formation sur les nouveautés en IA, les nouvelles techniques importantes pour moi. Tu connais mon métier, tu sais ce que je fais, donc adapte ton enseignement à mes besoins spécifiques personnels et il va te faire un cours de formation gratuitement, qui sera de très haut niveau. Et comme je le dis souvent, je n'ai jamais de toute ma vie rencontré un meilleur professeur que ChatGPT. Bon, l'avantage, c'est qu'au moins, ce professeur-là, il est harmonisé sur l'ensemble du monde. Et donc, tout le monde a la même connaissance. Après, il
il y a quand même un côté un peu personnel. Si moi, je lui demande de pas être trop poli, de pas trop empathique et de me parler un peu plus cash, il va pas me dire les choses de la même façon que quelqu'un de lambda. Mais il dit jamais la même chose à deux personnes. Tout à fait. Jamais. Chacune de ses réponses est personnalisée en fonction de l'interlocuteur. Et c'est bien ça. De sa structure. Bah oui, heureusement. S'il n'y a qu'une vérité, autant avoir la vérité cash. Quand tu es baraki et que tu poses une question, si on te donne des références kantiennes, leibniziennes, sur Spinoza et sur la physique nucléaire, tu risques pas de piger. Et puis si tu es un grand physicien nucléaire et que tu poses une question et que l'IA te parle avec le même vocabulaire qu'elle parle à un baraki, tu vas criser. Donc heureusement que l'IA te parle en fonction de ton niveau intellectuel et de ton niveau de culturel. Ce serait insupportable si elle donnait des réponses standardisées. Mais si on veut reskiller les adultes, si on veut upskiller les adultes, il ne faudrait pas justement un peu changer le modèle et trouver une façon tu parles d'une classe sociale au baraki, je ne sais pas qui tu mets dedans, mais d'essayer de niveler vers le haut plutôt que se dire bon, bah, on va rester vers le bas. Ou alors c'est utopique de ma part. Je pense que c'est assez utopique, oui. Ouais, mais mignon. Oui, enfin, tout ce qui est mignon n'est pas forcément opérationnel. Non, mais c'est gentil du coup. Non, okay. L'IA personnalise, et heureusement. On pense quoi des génies controversés comme Musk, qui prône le fait d'implanter des... Il est assez insupportable. D'ailleurs, ses femmes et ses enfants portent un regard pas toujours gentil sur lui, mais il est génial et il aura changé le monde. Est-ce que c'est pas des personnalités comme ça dont le monde a besoin justement pour... Parce qu'une personnalité normale se serait arrêtée et aurait été moins mégalomane. Il y a des hypes sur certaines thématiques qu'on a eues, la blockchain par exemple. Moi, j'ai jamais beaucoup cru à la blockchain. J'avais écrit beaucoup d'articles en disant que j'étais assez dubitatif sur la blockchain à court terme. Alors, peut-être que la blockchain va être utile dans le futur pour séparer les fake news des vraies news, les fausses vidéos des vraies vidéos, etc. Mais moi, j'y croyais pas beaucoup à la blockchain. Hein. Je parle pas du Bitcoin, hein, je parle de la blockchain en général. Mais peut-être que j'ai tort et que peut-être dans les années qui viennent, on va trouver des utilisations pour certifier le réel et pour séparer les vraies informations des informations produites par des IA. Est-ce que l'IA, justement, comme blockchain, n'est pas aussi une hype ? On a un peu parlé, et là on en parle énormément, chaque jour. Alors un petit peu de hype, si tu prends uniquement ChatGPT, 1 milliard d'utilisateurs réguliers, c'est une grosse hype. Hein. C'est une très 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 grosse hype. Hein. Effectivement. Non, c'est un taux d'adoption qui n'a été jamais vu, je pense. Gigantesque, incroyablement rapide. Donc, dans cette thématique justement de prophètes, technoprophètes, est-ce qu'on peut te considérer comme un lanceur d'alerte ? Oui. Ouais. Quand je dis que l'université déconne et qu'elle doit se moderniser, je suis lanceur d'alerte, oui. Ok. Est-ce que on peut aussi considérer qu'il y a un côté factuel et puis à côté de ça, on essaie d'avoir des pistes de réflexion ? Est-ce que c'est nous ? Est-ce que c'est ton rôle, ta responsabilité en tant que lanceur d'alerte de proposer et pas juste avoir un côté... Je peux donner mon opinion. Oui, tout à fait. Mais tu sais, la politique, c'est compliqué de savoir ce qu'il faut faire compte tenu des rapports de force. Mais qui t'écoute, par exemple ? Dans un monde qui change très vite, c'est difficile. Donc, il faut beaucoup d'humilité dans les propositions qu'on fait. Et qui t'écoute ? Est-ce que tu es appelé par des politiciens pour dire, tiens, Laurent, en fait, oui, beaucoup, beaucoup. Je connais beaucoup de politiciens, en France encore plus qu'en Belgique, parce qu'étant énarque, je suis proche du pouvoir politique et j'ai beaucoup d'amis politiques. Et oui, on me demande souvent mon avis, oui. Comment ça se passe en Belgique ? Il t'appelle et il te dit, Laurent, on va déjeuner ensemble et j'aimerais avoir ton avis. En Belgique aussi, je connais pas mal de politiciens. Ok. Et c'est ça qui me rend un peu inquiet, c'est leur difficulté à comprendre la technologie. Ce dont on parlait tout à l'heure. Est-ce que tu as déjà vu quelque chose qui a été implémenté ou implanté justement par rapport à... la Belgique n'a rien fait en matière d'IA jusqu'à présent. Donc on ne peut pas dire qu'on ait implanté plein de choses. La Belgique dort. Ok, on fait comment pour la réveiller ? Regarde la difficulté à sortir un budget, mais c'est pareil en France. Regarde la difficulté à avoir une coalition qui tienne. La Belgique essaie de survivre sur le plan politique et institutionnel. Elle n'en est pas à préparer 2050 et l'avenir de nos enfants. Elle en est à sauvegarder les billes politiciennes minables entre partis politiques qui se déchirent pour avoir plus de ministères et plus de places. T'imagines bien que dans ce cadre-là, l'avenir de la Belgique, les gens s'en tamponnent. On pourrait dire la même chose en France, hein, c'est pas spécifique à la Belgique. Hein. Ouais. Bon, après, la gouvernance au niveau politique et au niveau
fractionnement de notre organisation est quand même un peu différent que la France. Oui, c'est moins décentralisé en Je sais pas France. si Oui. c'est mieux ou pas, mais j'avais prévu des petits jeux à faire avec toi. Ici, le but, c'est d'expliquer le chiffre. Donc, le chiffre, c'est 10%. C'est le score de ChatGPT 4, attention, à l'examen du barreau pour devenir avocat. Donc là, c'est aux États-Unis. Il a fini dans les 10% des meilleurs candidats humains. Mhm. C'est-à-dire qu'il y a des humains qui sont meilleurs que ChatGPT 4 pour le barreau. Comment t'expliques ça? Mais GPT-4 est une très, 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 très vieille version. Ok. Donc, si tu veux, on va pas remonter en 1914. C'est-à-dire que là, tu m'expliques que les les premières versions de ChatGPT ont des lacunes. Bah oui, on est bien d'accord. C'était il y a 2 ans, ChatGPT 4. Bah oui, mais entre GPT-4 et puis GPT 5.2, il y a un écart immense. GPT 5.2 a plus de 140 de quotient intellectuel. GPT-4 avait à peine 100. Ok. C'est quoi le QI de GPT 5? Il est autour de 140, selon les méthodes. Ok. Donc ça veut dire que les personnes au-dessus de 140 sont plus Il y a, intelligentes. il y a 99,9% des Belges qui sont moins intelligents que GPT 5.2. Mais bientôt, ce sera 100% des Belges moins intelligents que ChatGPT. Tu penses? Ah bah c'est sûr. Sauf si on arrive à éduquer. Tu sais, l'éducation n'augmente pas le QI. Hélas, sinon il y aurait plus de cons. On fait comment pour augmenter le QI? Bon, on sait pas faire. Ben sinon, il y aurait plus de cons. S'il y avait des techniques éducatives pour augmenter le QI, il y aurait plus de gens bêtes. Tout le monde serait intelligent. Ça n'existe pas. C'est-à-dire, l'école n'augmente quasiment pas les capacités intellectuelles. Elle apporte des savoir-vivre, des savoir-faire, mais elle n'augmente pas les capacités intellectuelles. Comment est-ce que je dois faire? Alors, moi, j'ai mon fils qui a 9 ans, là. Je dois faire quoi? C'est quoi les Bah, routines? tu vas pas augmenter son QI. En revanche, tu peux lui expliquer comment va fonctionner le monde de demain Ok. Donc, et c'est le quoi, préparer au monde de demain. prendre une demi-heure par jour, 1 heure par jour, autour de la table, Ah bah, sur une heure, c'est un minimum. des tutos? 1 heure par jour? C'est beaucoup. Attends, petit déjeuner, dîner. Il faut parler politique, économie, géopolitique, droit, histoire avec ces gamins. Et il faut pas parler chiffon. À 9 ans. Bah avant. Avant, ok. Ouais. Bah évidemment. Open question. Hein. Donc, mon fils a 5 ans, 6 ans. Donc, je vais lui parler de. Bah évidemment, tu lui parles d'histoire, tu lui parles de choses adaptées à son âge. Et puis, au fur et à mesure qu'il grandit, tu montes en gamme. C'est là où on transmet l'amour de la connaissance et la culture. Ok. C'est à table avec les parents. 25 milliards, deuxième chiffre. Donc, c'est le budget approximatif d'investissement annuel des GAFAM dans l'IA. Là où la Belgique ou la France annonce. 25 milliards, mais là, tu délires, mon loulou. Ça a dépassé 400 milliards. Donc, c'est pas 25 milliards. À mon avis, là, c'est peut-être par mois, mais c'est pas par an. Tu peux vérifier, ton chiffre est faux. Je vais vérifier. Non, mais c'est tout vu. Ouais. Ok. Là où la Belgique met, en tout cas, là, c'était la France met 500 millions et la Belgique met 100 Ouais. millions. Donc, on est. Les États-Unis sont à plus d'1 milliard de dollars par jour et ils vont bientôt monter à 3 milliards de dollars par jour. Ok. Donc, la situation est plus grave que ton chiffre faux le laisse penser. T'as mal recopié ce que ChatGPT t'a dit. J'ai cherché moi-même. J'ai fait ma petite recherche moi-même. Troisième chiffre, le temps d'écran, 6 heures. On est sur donc chez les jeunes, Ouais. hors travail scolaire, Ouais. ils sont 6 heures sur Ouais. l'écran. Moi, je lis tous mes livres sur écran. Donc, je lis tous mes livres sur. Je suis un grand lecteur et je lis sur Kindle, sur mon iPad. Ouais. Je passe plusieurs heures par jour à lire des livres. Est-ce que c'est mal? Est-ce que tu n'as pas l'impression que c'est pas les mêmes 6 heures que tu mets toi en investissement de temps que les jeunes qui finalement scrollent Il faut pousser les gamins à avoir une bonne utilisation des écrans, à lire Ouais. sur écran. Comment est-ce qu'on fait ça? Ah bah il faut être autoritaire. Il faut pas être démago avec les enfants. Il faut pas être démago avec l'intelligence. Il faut pas dire mon petit continue à faire des trucs cons sur les écrans. Il faut dire tu vas lire au minimum 3 livres par semaine. Et ça ne se discute pas. 3 livres par semaine. Minimum. Attends, si tu veux que les gamins soient adaptés au monde qui vient, il faut beaucoup lire. Il faut une très forte culture générale, notamment une bonne culture historique et une culture technologique. Et donc, il faut énormément lire. Et donc, il ne faut pas canner. Mais si tu es démago, ben, ton gamin sera inadapté au monde qui vient. C'est un choix. Mais il n'y a pas de place pour les grosses feignasses dans le monde qui vient. Il n'y a pas de place pour les enfants qui ne lisent pas. Il n'y a pas de place pour les enfants qui ne travaillent pas. Les parents doivent être intransigeants. Un gamin doit lire 150 livres par an. Et ça ne se discute pas. Et une fois qu'il a lu 150 livres, il a le droit de déconner sur TikTok et Instagram. Si je résume, tu préconises donc une approche top-down, donc une approche plutôt unilatérale Pour l'enseignement?
Pour l'enseignement, l'éducation à la maison. Donc, c'est-à-dire, Tu vas pas laisser les gamins bouffer 3 kilos de chocolat s'ils ont envie de bouffer 3 kilos de chocolat. C'est pareil pour TikTok. Tu vas pas les laisser consommer ce qu'ils veulent en matière numérique. Tu vas les orienter, même si tu surveilles pas ce qu'il y a sur leur téléphone portable et tu fliques pas leur téléphone portable, tu vas les pousser à avoir une utilisation la plus noble possible de leur temps numérique. Et ça suppose d'imposer sa volonté. Donc, tu fliques pas le téléphone, mais tu interroges tous les soirs sur ce qui a été lu dans la journée. Donc, temps lecture, travail, approche top-down et liberté. Et liberté de ce qu'il y a sur le téléphone sans ouvrir le téléphone portable des gamins, oui. Ok, donc ça fait déjà pas mal de temps. Tout ce qui est sport ou hobby, leisure, on met ça où? C'est moins important. Oui. Parce que c'est moins ton truc? Non, parce que je pense que c'est sympathique, mais que l'enjeu pour les gamins aujourd'hui, c'est d'exister face à l'IA. Et que les gamins qui vont pas se préparer à l'IA, ils vont beaucoup morfler. Et les parents regretteront et les enfants regretteront. Ok. Il faut beaucoup travailler pour suivre ce qui se passe sur le plan technologique et il faut pas canner. Je continue mon petit jeu. J'ai ici des histoires qui sont, je pense, vraies, tu me diras, mais assez dingues. Je te les raconte et j'aimerais avoir ton avis là-dessus. Le cas de Gattaca en Chine, ça te parle ou pas? Donc en Chine, certaines écoles primaires, près de Shanghai notamment, ont testé des bandeaux frontaux connectés. Oui, je connais. De la marque Brainco. Ça reste marginal. C'est expérimental. Ok. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Si on peut aider les enfants à se concentrer davantage avec des interfaces cerveau-ordinateur, pourquoi pas? Donc c'est des bandeaux qui mesurent les ondes cérébrales en temps réel pour savoir si l'enfant est concentré ou s'il rêvasse. C'est-à-dire qu'il y a une lumière rouge ou verte, savoir s'il est concentré ou pas. Bonne idée ou mauvaise idée? C'est un peu hard. On peut, sous une forme moins dictatoriale, à mon avis, utiliser ces technologies-là en Occident. Ok. Deuxième case, théâtre d'opéra spatial, la mort d'artistes. Donc en 2022, un certain Jason Allen, ça te parle ou pas? Non. A gagné le premier prix de la foire d'État du Colorado dans la catégorie art numérique. Sauf qu'il n'a pas touché un pinceau. Il a utilisé Midjourney, donc l'IA, et les autres artistes étaient furieux et ont crié à la triche. Il y en a eu plein. Tout à fait. Il y en a eu plein qui ont fait ça. C'était le premier qui a gagné un vrai prix reconnu. Tu sais, la plupart des journalistes n'écrivent plus leurs articles, ils les font écrire par ChatGPT. Hein. Il n'y a pas que les artistes qui font ça. Et c'est bien ou pas? C'est inévitable. Et donc, on est submergé de contenu journalistique écrit par l'IA. Trop, on le voit bien sur LinkedIn. Tout est écrit par ChatGPT sur LinkedIn. Tu vois des Anne Batté qui savent pas écrire, qui se mettent à sortir des analyses stratégiques géniales qu'ils mettent sur LinkedIn. C'est insupportable. L'écrit n'a plus aucune valeur. Ce qui a de la valeur, c'est l'oral. Ok. Le storytelling, raconter une histoire sur une scène, ça a de la valeur. C'est d'ailleurs ce que tu prônes aux examens oraux. Exactement, et je le prône pour les examens aussi. Donc l'écrit n'a plus de valeur, il n'y a plus que l'oral, l'expression orale, le storytelling qui vaut quelque chose, quand n'importe qui peut écrire un texte génial grâce à ChatGPT ou Gemini. Ok. Est-ce que LinkedIn va se réinventer, tu penses, par rapport à ça? Eh ben, c'est compliqué pour LinkedIn. C'est compliqué. C'est de plus en plus merdique. Moi, j'aimais déjà pas beaucoup LinkedIn, mais j'y vais plus jamais maintenant. Troisième case, Mika, le PDG robot, ça te parle ou pas? Non? Oui, j'ai entendu parler de cette histoire. Donc c'est... Mais je n'y crois pas. Le PDG, c'est quelqu'un qui doit décider, qui a la responsabilité. L'IA n'a pas aujourd'hui cette responsabilité-là, et donc je ne crois pas au PDG robot. Je crois qu'on peut robotiser tout dans l'entreprise, mais il faut un patron qui décide, qui prend la responsabilité des choix. Je crois qu'il va y avoir des entreprises avec 0 salarié, mais il restera un patron humain. Ok. Pourquoi? Parce que c'est du leadership management. Parce que c'est lui qui décide. Ok. C'est décisionnel. Et c'est son capital, c'est son entreprise. Tu vois, si ChatGPT dit une connerie en matière de gestion, c'est pas elle qui va payer la faillite. Alors que si toi, en tant que patron, tu fais une connerie, c'est toi qui vas payer les pots cassés. Dernier petit jeu, c'est le dîner de con. Dîner de génie, dîner de con. Tu vas organiser un dîner pour parler de l'avenir de l'intelligence et tu dois sortir une personne. Je t'en propose 3. Il y a ChatGPT, le dernier, un extraterrestre de 3000 de QI ou Socrate, qui est ressuscité par clonage. Socrate. Pourquoi tu le retires? Bon, Socrate, on sait à peu près ce qu'il pense, alors que l'extraterrestre, on ne sait pas ce qu'il pense. T'aurais pas aimé et ChatGPT est indispensable parce que, comme c'est lui le plus intelligent de la table, il va décrypter ce que dit l'alien. En plus, Aristote m'intéresse pas beaucoup et il a dit tellement de conneries, Aristote, en sciences naturelles, que j'ai une prévention naturelle contre Aristote. Qu'est-ce qu'il a dit Que des conneries. Que des conneries. Que des conneries, ok.
En philosophie, il y a 2-3 trucs rigolos hein, qui a permis d'alimenter l'université naissante en Europe à partir de 1220, dans ce qu'on a appelé un petit peu plus tard la synthèse aristotélo-thomiste. Mais Aristote lui-même, vraiment, j'ai jamais été très convaincu. Deuxième tablé. Donc tu dois... Je dois toujours en liquider un. Toujours liquider, exactement. Il y a Jules Ferry, Sam Altman et Françoise Dolto. Tu vires qui? Françoise Dolto. Pourquoi? Ses propos sur le viol et sur le fait que les femmes violées sont consentantes, ses discours très limites sur la pédophilie, tout ça, c'est une femme très marquée des délires des années 60 auxquels je n'adhère pas. Donc, effectivement, une femme qui dit « la femme violée l'a cherchée », je ne mange pas avec. Okay. Je suis un libéral, mais je n'accepte pas ce type de comportement. Troisième tablé, tu cherches un tuteur privé pour tes enfants et tu invites Steve Jobs, Mère Teresa et un grand maître d'échecs artificiel. Steve Jobs. Pour l'agency, la volonté. Mère Teresa, c'est pas mon trip. Évidemment, Steve Jobs. Dernière tablée, donc c'est sur la thématique de l'avenir de l'homme. Donc on est en 2100. L'humanité doit évoluer pour ne pas disparaître. Tu organises un dîner et il y a autour de la table un cyborg. Donc un humain truffé de puces dans tous les sens, comme le rêve de Neuralink. Un mutant génétique, donc un humain bio, mais modifié génétiquement à la naissance pour avoir 200 QI. Et un philosophe, qui est, lui, 100% humain, naturel, sans technologie. J'élimine le philosophe, parce que les philosophes me les gonflent assez souvent. Comment est-ce que tu fais le lien entre justement la philosophie du sens de l'humanité et l'intelligence via le cyborg? Je trouve que les philosophes retardent toujours d'un métro. Mm-hmm. Ils vivent dans le passé, très souvent. Il y a des exceptions, mais pas tant que ça. Okay. Et donc, c'est vrai que je passe pas beaucoup... J'ai pas beaucoup de plaisir à passer un repas avec les philosophes. Il y a des exceptions, comme mon ami Luc Ferry, par exemple. Mais qui connaît très bien la technologie, lui. J'ai des petites questions personnelles aussi. Je me suis permis de les mettre dedans. Imaginons mon fils, Scott, qui a 9 ans, qui est pas bon en maths, mais il est super fort pour utiliser ChatGPT. Et la maîtresse veut le punir, parce qu'elle s'est rendue compte qu'il a peut-être un peu abusé de ChatGPT, qu'il a compris le système. Est-ce que je l'engueule ou je le félicite? Tu le félicites. Je félicite? Ouais, d'avoir été plus malin, mais pas bon en maths. Mais tu le dis, il faut quand même apprendre les mathématiques. Okay. Et donc, tu lui donnes des cours particuliers parce qu'à l'ère de l'IA, être bon en maths, c'est vraiment important. Mon fils m'annonce un jour qu'il veut épouser un robot qui est gentil, qui cuisine bien, qui est super intelligente. Est-ce que j'accepte le mariage ou je le déshérite? Tu l'envoies chez le psychiatre. Surtout si tu veux des enfants. Il y a des solutions. Hein. Parce qu'un robot et ton fils, ça va pas être très fertile pour faire des bébés. Il y a d'autres solutions. J'ai le choix ici pour Scott, un peu plus tard, qu'il fasse soit mandarin renforcé ou réparation de grippins et plomberie. Sachant que l'IA fera les traductions. Mandarin. Ouais, pourquoi? Parce que d'apprendre une nouvelle langue, c'est très utile, même à l'ère de l'intelligence artificielle, alors que de savoir réparer les grille-pains et la plomberie, les robots humanoïdes hyper intelligents vont faire ça beaucoup mieux que les plombiers et les réparateurs électriques. Donc d'une façon, les métiers, on va dire, à haute étude, comme les médecins, sont à risque, mais les métiers artisanaux ou manuels... Sont encore plus à risque. Sont encore plus à risque, selon toi? Parce qu'un plombier aura plus de difficultés à changer de métier qu'un médecin ou un physicien nucléaire. Ok. Parce qu'il apprend moins vite. Et ce qui compte demain, c'est pas là où on est, c'est là où on va aller. Et donc la capacité à apprendre des choses nouvelles. Okay. Or, les médecins, ils apprennent vite, les physiciens, ils apprennent vite, les électriciens, ils apprennent moins vite en moyenne. Est-ce que tu penses prenons les médecins, est-ce que tu penses que les médecins sont vraiment appétents aux technologies, à l'innovation? On va pas leur demander leur avis. Ok. On n'a pas demandé aux porteurs d'eau s'il fallait installer l'eau courante. On n'a pas demandé aux conducteurs de diligence s'il fallait accepter l'automobile et puis le train. On n'a pas demandé aux porteurs de journaux s'il fallait développer l'Internet ou pas. Donc, on ne leur demandera pas leur avis. Merci Laurent, on arrive à la fin. Merci à toi. Qu'est-ce que tu voudrais ici laisser comme takeaway ou comme dernière conclusion? Je t'ai demandé de prendre ton livre avec, que j'ai pas encore lu, mais que je vais lire. Tu devrais lire, il est très bien mon livre. Avec Olivier Babot, et notamment il est très bien pour les jeunes qui font des études et pour les parents qui se posent des questions sur l'orientation des gamins. Il fera partie des livres que je vais lire cette semaine avec 2 autres. Moi, ce que je dirais, c'est monter dans le train tout de suite. Arrêtez de vous former à autre chose qu'à l'IA. Formez-vous vite pour être compétitif en IA. Votre métier n'est pas condamné.
Vous allez pouvoir le développer, le transformer grâce à l'IA, mais il faut aller vite parce que sinon, si vous vous y mettez pas tout de suite, vous allez être complètement dépassé. Donc, mettez-vous à ChatGPT ou à Gemini tout de suite. Et si vous avez un peu de mal, demandez à ChatGPT de vous aiguiller, de vous aider. Et ChatGPT va beaucoup vous aider pour mieux l'utiliser. Merci Laurent. Merci pour à toi. la discussion, pour tes lumières et finalement pour toute cette sympathie qu'on a pu avoir ici autour du micro. Merci à toi. Merci de ton invitation.